Room 237, que je vais appeler Room 237 pour vous épargner mon accent anglais, est un film intéressant. C'est un film intéressant parce que c'est un film qui donne envie de parler. Il donne envie de parler de lui d'abord, puis il donne envie de parler du cinéma en général. Et je trouve que c'est plutôt bien un film qui amène un débat comme ça. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est pas forcément pour faire une analyse, parce que j'ai aucune légitimité à faire une analyse. Et puis le film étant déjà une analyse, ce serait faire une analyse d'une analyse, ce qui est plutôt étrange. Je vous en parle juste pour vous donner envie de jeter un coup d'œil à ce film parce que je pense qu'il le mérite. Et cette vidéo ne sera pas non plus une critique parce que même après avoir visionné plusieurs fois Room 237, je suis pas certain de l'avoir aimé. Et pour faire simple, pour donner mon avis rapidement, je dirais que, pour moi, Room 237 n'est un bon film que si le sujet de Room 237 n'est pas le sujet de Room 237. Alors oui, c'est pas très clair, mais je vais essayer de vous expliquer ce que je veux dire. Room 237, c'est un film sur le film Shining de Stanley Kubrick sorti en 1980, c'est-à-dire entre Barry Lyndon et Full Metal Jacket. Alors, je vais pas faire de spoiler dans cette vidéo, mais je vous conseille quand même de regarder Shining avant, pour deux raisons. La première, c'est que c'est un classique et qu'il est très très bien, et la deuxième, c'est sérieux, vous avez pas vu Shining encore ? Donc Shining, c'est un film adapté d'un roman de Stephen King et qui raconte l'histoire de Jack Torrance, qui dans le film est interprété par Jack Nicholson, de sa femme Wendy qui est interprétée par Shelley Duvall, et de leur petite Dani qui est interprétée par Danny Lloyd, dont c'est le seul film et qui deviendra ensuite prof de SVT, et je trouve ça méga improbable. Donc Jack Torrance est un ancien professeur qui tente plus ou moins de devenir écrivain et qui accepte comme travail un poste de concierge à l'Overlook Hotel, un hôtel qui est isolé dans les montagnes rocheuses dans le Colorado et qui est fermé durant l'hiver. Et donc il accepte un travail pour superviser l'hôtel et l'entretenir pendant l'hiver. Donc on le prévient bien que l'ancien concierge a un petit peu découpé sa famille à la hache, mais Jack accepte quand même parce qu'il pense que l'isolement forcé va l'encourager à finir son livre. Et donc il aménage à l'Overlook Hotel avec Wendy et Danny, et petit à petit des choses étranges ont commencé à se produire et Jack va commencer à perdre la raison à cause de l'emprise maléfique de l'hôtel. Donc voilà pour la piqûre de rappel sur Shining. Maintenant, Room 237. Room 237, c'est un film documentaire qui a été réalisé par Rodney Ascher et qui est sorti en 2012. Il avait pas mal fait parler de lui en festival et si je me souviens bien, il avait été présenté à la quinzaine des réalisateurs de Cannes et aussi à Sundance. Et ce film présente les théories personnelles de 5 spectateurs sur Shining. Et avant de parler de ces théories et du fond du film plus en détail, je vais commencer par dire quelques mots sur la forme parce que autant je suis pas sûr d'avoir aimé le fond du film, autant je suis certain d'avoir beaucoup apprécié sa forme qui est assez particulière. Parce que Room 237 est exclusivement composé d'extraits de Shining, d'autres films de Kubrick, voire d'autres films tout court, de publicité et de journaux télévisés. Et c'est déjà un gros travail de montage parce que ça demande à meubler 1h40 de discours qui sont parfois très abstraits, et si vous connaissez un peu en montage, vous devez savoir que c'est vraiment pas évident. Et surtout, le fait de ne pas voir les 5 intervenants, de ne pas voir les visages des 5 intervenants, entraîne quelque chose de très intéressant. Parce que du coup, ils apparaissent qu'en voix off, et la seule information qu'on a sur eux, c'est leur nom. Et ça, c'est très intéressant parce que ça met toutes les théories au même niveau. Au fil des discussions, on comprend qu'un des intervenants est professeur, qu'un autre est journaliste et qu'un autre réalise des vidéos complotistes et qu'il est légèrement paranoïaque. Mais vu que toutes ces informations ne sont pas données clairement dans le film, au début on ne va pas favoriser une théorie par rapport à une autre. Alors que si les intervenants présentaient leur théorie face caméra dans par exemple leur lieu de travail, inconsciemment on aurait tendance à favoriser la théorie du professeur qui est à son bureau entouré de ses livres que celui du blogueur qui est tout seul chez lui devant son ordinateur. Et c'est un peu ridicule comme manière de penser quand même, parce que c'est pas parce que quelqu'un est filmé devant une bibliothèque que ça fait de lui quelqu'un d'intelligent. Et vous pourrez faire attention à l'avenir, les arrière-plans dans les interviews, que ce soit à la télé ou au cinéma, sont très rarement anodins. Et dans les documentaires pas très honnêtes, quand un intervenant n'est pas fiable, on le met devant une bibliothèque ou dans un amphithéâtre ou devant une université, alors que parfois il y travaille même pas, mais le spectateur se dit « Waouh, ce type il parle debout devant des livres, il doit être vachement intelligent ». Alors que non. Et c'est assez facile de manipuler les spectateurs avec un arrière-plan bien choisi. Et donc là c'est pas du tout le cas, et je trouve que pour un film, pour un documentaire de ce type, c'est un traitement qui est très intéressant. Et dernier point sur la forme, la musique est vraiment excellente. Après avoir vu le film pour la première fois, j'ai dû l'écouter en boucle pendant une bonne semaine. Elle est vraiment super, et elle me fait beaucoup penser, et c'est peut-être même une réinterprétation tellement c'est proche, à la BO d'un film d'horreur de la fin des années 70 qui s'appelait Fantasme, et qui avait un scénario totalement absurde, mais qui est étrangement devenu culte pour pas mal de gens. Et je vais pas vous spoiler l'intrigue ici pour pas vous gâcher le plaisir si jamais vous le voyez, mais de mémoire, il y avait des cimetières, des cimetières, des cimetières, des cimetières, des plans nichons, quelqu'un qui marche bizarrement dans la rue, une partie de pétanque qui termine mal, et des acteurs très impliqués. Jody. Salut Reggie. C'est épouvantable. Tommy est mort. Donc voilà, maintenant que j'ai fait plein de digressions, on va pouvoir commencer à parler de ce que dit Room 237 et parler de son fond.
Alors je vais pas avoir le temps de développer tous les points exposés par les intervenants, mais pour faire simple et pour ne parler que des théories principales, parce que les intervenants n'ont pas forcément qu'une seule théorie, il y en a un qui pense que Shining contient un sous-texte sur le massacre des Indiens d'Amérique, un autre est persuadé que c'est en réalité un film sur la Shoah, un autre affirme que le film regorge d'images subliminales plutôt à caractère sexuel, une autre dit que l'hôtel est en réalité une métaphore de la psyché des parents de Danny, et le dernier intervenant pense que Kubrick a caché dans Shining des indices pour révéler que l'homme n'est jamais allé sur la Lune et que l'alunissage d'Apollo 11 a été tourné en studio par Kubrick. Donc voilà pour les théories, et le moins que l'on puisse dire, c'est que elles sont vraiment pas convaincantes. Les preuves, entre guillemets, qui sont amenées par les intervenants dans Room 237 sont toujours très minces, et on est en permanence entre la surinterprétation et la théorie du complot. Par exemple, les preuves de celui qui dit que Shining possède un deuxième niveau de lecture et que c'est en réalité un film sur la Shoah sont la machine à écrire de Jake Torrance qui est de Mark Almond, la présence d'un aigle dans le décor de l'hôtel et sur un des t-shirts de Jack, et le nombre 42 qui revient 3-4 fois dans le film et qui est l'année de début de l'extermination des Juifs par les nazis. Et ça ne va jamais plus loin. Celui qui dit que c'est plutôt un film sur le massacre des Indiens se base sur le slogan de l'affiche anglaise, sur quelques éléments du décor, sur une mention rapide dans un dialogue, et surtout sur la présence dans le décor d'une boîte de conserve avec un visage d'Indien. Et c'est tout. Celui qui est partisan de la théorie du complot selon laquelle on serait jamais allé sur la Lune présente comme preuve un pull que Danny porte à un moment et où il y a écrit Apollo avec le motif d'une fusée, que le dessin de la moquette de l'hôtel ressemble plus ou moins à une piste de décollage, et que le numéro de la fameuse chambre 237 qui est hantée a été choisi car la distance moyenne entre la Terre et la Lune, c'est environ 237 000 miles. Et c'est tout, ça ne va pas plus loin. Et encore, les arguments là que je viens d'annoncer sont les plus convaincants du film, et il y en a d'autres qui sont vraiment tirés par les cheveux. Et par exemple, celui qui dit que le film contient des images subliminales affirme que au début on voit le visage de Kubrick dans un nuage, mais même en faisant pause on ne voit absolument rien qui ressemble à un visage. Et bien sûr, toutes les personnes qui ont travaillé sur le film et qui étaient présentes pendant le tournage ont démenti les théories qui sont exposées dans Room 237. Et par exemple, l'assistant réalisateur de Kubrick dit que si Danny à un moment a un pull avec écrit Apollo, c'est juste que Kubrick voulait un pull tricoté à la main et que la costumière avait celui-là en stock. Et il dit aussi que les boîtes de conserve n'ont pas été choisies et agencées pour dénoncer le massacre des Indiens, mais juste en fonction de leur couleur. Et d'un point de vue cinématographique, c'est nettement plus probable. Quant à la théorie complotiste de la Lune, je vous laisse chercher par vous-même, il y a des centaines de publications sur internet et dans la presse qui contredisent point par point tous les arguments des complotistes, donc je vous laisse chercher ça de votre côté. Mais par contre, je peux vous conseiller plusieurs films sur ce thème si vous l'appréciez. Le premier, c'est Capricorn One, qui est un thriller qui a un peu vieilli mais qui reste plutôt cool, et qui raconte l'histoire d'une fausse mission sur Mars tournée en studio. Et Capricorn One a été réalisé par Peter Yams, qui est aussi le réalisateur de 2010, la suite de 2001 qui a été réalisée par Kubrick. Et 2010, c'est un film qui est injustement oublié, parce que forcément il est plus classique que 2001 et souffre de la comparaison, mais c'est de la SF de très bonne qualité, et c'est très efficace, et c'est vraiment injuste que 2010 soit tombé dans l'oubli de cette façon. Et il y a aussi un autre film qui est tombé dans l'oubli, mais alors lui, c'était littéralement 2 jours après sa sortie, et c'était assez fou, c'est Moonwalkers de Antoine Bardou-Jacquet, qui est une comédie où un agent de la CIA doit trouver Kubrick pour lui demander de filmer en studio l'alunissage, si jamais la vraie mission foirait. Et moi, c'est un film qui m'avait fait beaucoup rire, mais apparemment, c'était pas le cas de tout le monde, et j'étais un peu seul sur ce coup-là. Et pareil, il est tombé dans l'oubli, et je trouve ça très dommage, parce qu'il avait un style très particulier, et je trouve dommage que dès qu'un film se démarque un peu, tombe comme ça dans l'oubli. Et je vous conseille quand même de regarder Moonwalkers, et surtout je vous conseille de regarder Opération Lune de William Carell, qui est un faux documentaire selon lequel les Américains sont bien allés sur la Lune, mais que les images qui ont été tournées là-bas étaient inutilisables et qu'elles ont donc dû être reconstituées en studio, donc par Kubrick. Et ce film est fou, parce que le but du réalisateur, à part clairement de se marrer, c'était de montrer à quel point il est facile de manipuler les gens par le montage. Et par exemple, une partie des personnes qu'on voit dans le film n'ont pas été interviewées pour ce film, et c'est en réalité des morceaux d'autres interviews qui ont été remontés pour leur faire dire n'importe quoi. Et le film commence comme un documentaire très sérieux et va crescendo dans l'absurde, et il y a des moments qui sont clairement des moments de comédie. Et le truc ironique avec Opération Lune, c'est que beaucoup de spectateurs ont pris le film au premier degré parce qu'il a été produit et diffusé par Arte, qui est la chaîne sérieuse par excellence, et les spectateurs ne pensaient pas que ça pouvait être un canular, même s'il y a un avertissement à la fin, et que certains passages sont vraiment comiques. Par exemple, si les images tournées sur la Lune sont inutilisables, c'est parce qu'Armstrong passe toute la mission à faire des blagues nulles et à parler de ses problèmes personnels, ce qui ruine complètement les bandes son.
Et le comble, c'est que certains extraits d'Opération Lune sont sortis de leur contexte et utilisés par les complotistes comme preuve. Mais ce qu'il y a de fou avec ce film, c'est qu'en plus des acteurs qui interprètent un rôle et dont le texte est écrit et complètement faux, il y a des vrais acteurs historiques de la conquête spatiale qui ont joué le jeu et qui répondent comme si les images de la Lune avaient bien été tournées par Kubrick en studio. Et parmi les personnalités qui se prêtent au jeu, il y a Buzz Aldrin, qui est le deuxième homme à avoir marché sur la Lune quand même, il y a sa femme, il y a le producteur de Kubrick, il y a Christiane Kubrick, donc la veuve de Kubrick, qui se prête complètement au jeu, et il y a surtout Vernon Walters, qui est l'ancien numéro 2 de la CIA, donc quelqu'un au niveau diplomatique qui est quand même très important, et qui joue le jeu à 200%. Et d'ailleurs, Vernon Walters est mort quelques jours après le tournage, subitement, et ce qui fait que Opération Lune est sa dernière intervention publique. Et alors je sais pas si c'est très moral ou éthique, mais ce point a été intégré au scénario d'Opération Lune, et dans le film on dit, vous voyez, il a trop parlé, et les services secrets l'ont éliminé. Donc voilà, je sais pas si c'est vraiment moral de faire ça, mais en tout cas, Opération Lune est un film très cool, et on s'est complètement éloigné du sujet encore une fois. That asshole tells me you got 2 side orders. I gotta charge you $2 extra. $2 extra for a handful of beans. Can you believe it? Après avoir fait le tour de toutes les théories qui sont présentées dans le film, la question qu'on peut se poser c'est pourquoi analyser les films de Kubrick ? Pourquoi les analyser avec tant de profondeur alors que ça ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un, par exemple, d'interpréter le placement des boîtes de conserve dans le décor de Transformers, de Devil Story ou de Clash of the Ninja ? Et pourtant, c'est pas parce qu'un film contient des ninjas qui explosent qu'il n'a rien à dire. Et Shining n'est pas le seul film de Kubrick à être surinterprété de cette façon, parce qu'il y a aussi beaucoup de théories sur 2001 forcément, sur Lolita, et surtout sur Eyes Wide Shut, où là c'est un festival des théories du complot. Peu importe la théorie du complot à laquelle vous croyez, vous allez trouver des preuves dans Eyes Wide Shut. Et sur internet, on trouve des milliers et des milliers de pages d'analyse des films de Kubrick. Alors pourquoi analyser avec tant de profondeur ces films ? Je pense que c'est à cause de 2 points. Le premier, c'est que Kubrick est reconnu de façon presque unanime comme l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire, si ce n'est le plus grand réalisateur de l'histoire. Et d'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça étrange que lui seul ait droit à ce titre, alors que d'autres réalisateurs comme Kurosawa, Bergman ou Tarkovsky, dont presque tous les films sont considérés comme des chefs-d'œuvre, n'ont pas le droit à ce titre et à ce traitement. Et c'est peut-être juste parce que, ils sont moins connus du grand public que Kubrick. Même quelqu'un qui n'a vu aucun des films de Kubrick est capable d'en citer 3 ou 4 de mémoire, tellement ils sont ancrés dans l'imaginaire collectif. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que c'est de notoriété publique que Kubrick était extrêmement perfectionniste. Et c'est là le piège, parce qu'on se retrouve avec un réalisateur de génie perfectionniste. Et du coup, on se dit que tout ce qui apparaît à l'écran a forcément un sens et a été placé là intentionnellement, alors que, spoilers, non, Kubrick ne maîtrise pas tout, et comme tous les réalisateurs, il fait des erreurs. Après, je jette pas la pierre aux intervenants de Room 237 parce que même moi je tombe dans ce piège. Et dans Shining, par exemple, il y a 2 faux raccords que j'ai toujours trouvé très étranges et je me dis que ce sont des erreurs volontaires de Kubrick. Le premier, c'est quand ils visitent l'hôtel au début du film, à un moment ils sont dans un couloir vers les cuisines, ils rentrent dans une chambre froide, et quand ils ressortent, ce n'est plus du tout le même couloir. Et le deuxième, c'est quand le petit Danny joue aux voitures par terre, il y a un plan zénital qui montre le motif de la moquette, et sur le plan suivant, le motif est dans l'autre sens. Et j'ai toujours trouvé ces 2 erreurs vraiment étranges, parce que, elles sont au milieu des scènes, voire au milieu des dialogues, et à part en avoir vraiment rien à foutre, je vois pas comment c'est possible de les faire sans faire exprès. Du coup, je me dis qu'elles sont intentionnelles et que Kubrick les a faites délibérément pour déstabiliser inconsciemment le spectateur, vu que la perte de repères, c'est l'un des thèmes du film. Mais si je pense de cette manière, c'est parce que je sais que Kubrick est, petit 1, un grand réalisateur et que petit 2, il est perfectionniste. Dans un autre film réalisé par un autre réalisateur que je ne connaîtrais pas, je me dirais juste que c'est sûrement des faux raccords et rien de plus. D'ailleurs, on retrouve sur l'une des versions de l'affiche de Room 237 le faux raccord de la moquette. Sur une des versions de l'affiche, la moquette est dans un sens, et sur une autre version, elle est à l'envers. Sauf que là, je me dis que c'est pas forcément une démarche volontaire du graphiste, et qu'il a peut-être fait ça sans faire exprès. Parce que le graphiste des affiches, je sais absolument pas qui c'est, contrairement à Kubrick. Mais peut-être que c'est complètement l'inverse, et que c'est Kubrick qui a fait une erreur sans s'en rendre compte, et que le graphiste l'a volontairement retranscrit dans les affiches. Donc voilà, mais vous devez vous demander pourquoi je parle de Room 237 si les théories que le film présente ne m'intéressent pas. Et c'est vrai que ces théories extravagantes ne m'intéressent pas du tout. Et si Room 237 est vraiment un film sur ces théories, pour moi il vaut pas vraiment plus qu'un documentaire à couleur, à part le fait qu'il soit joli.
Mais par contre, si le sujet de Room 237 n'est pas les théories, mais l'obsession des intervenants pour Shining, alors là, ça devient un film beaucoup plus intéressant. Et c'est ce que je disais au début, Room 237 n'est un bon film que si son sujet n'est pas son sujet. Parce que essayer de comprendre pourquoi ces gens sont obsédés par Shining est beaucoup plus intéressant que toutes les théories qui peuvent être développées dans le film. On doit à peu près tous avoir un film, un livre, une musique, un jeu vidéo vers lequel on revient sans cesse sans vraiment savoir pourquoi. Et essayer de comprendre cette obsession du spectateur pour une œuvre d'art est vraiment intéressante. Pourquoi ces 5 personnes qui interviennent dans le film font une fixation à ce point sur Shining ? À la sortie de Room 237, il y a beaucoup de critiques qui ont écrit que c'était un éloge aux amoureux du cinéma. Et je suis pas du tout d'accord avec ça parce que, déjà c'est pas vraiment un éloge vu que les gens qui interviennent passent quand même un petit peu pour des fous. Et surtout, je ne pense pas que les intervenants de Room 237 aiment Shining. C'est plus que ça, ils ont une passion pour Shining. Mais une passion au sens premier du terme, au sens de la souffrance, parce que c'est pas juste un passe-temps pour eux d'élaborer ces théories. Ils ont vu le film des dizaines, peut-être des centaines de fois, ils l'ont regardé à l'endroit, ils l'ont regardé à l'envers, ils l'ont regardé superposé à d'autres choses, ils l'ont regardé en accéléré au ralenti. Ils ont fait des cartes, des schémas, des maquettes, ils ont écrit des milliers de pages, et on est au-delà de « Oh moi j'aime bien Shining ». Ce film les a bouleversés et les obsède depuis des années. Il a littéralement changé leur vie. Et essayer de comprendre l'origine de cette obsession, c'est ça qui est vraiment intéressant avec Room 237. Parce que si Room 237 est juste un film sur Shining, alors c'est juste un film sur un film. Mais si c'est un film sur l'obsession du spectateur face à une œuvre, alors là ça devient un film sur le cinéma et l'art en général. Et c'est beaucoup plus fort. Et quand on revoit Room 237 avec ça en tête, ça devient un film bien meilleur. Room 237 n'est un bon film que si le sujet de Room 237 n'est pas le sujet de Room 237. Mais forcément, quand j'arrive à ce point de raisonnement, je suis obligé de me demander, est-ce que je ne suis pas en train de surinterpréter Room 237 ? Parce que tout le discours que je viens de tenir sur l'obsession n'apparaît pas clairement dans le film. Et s'il existe, c'est qu'en sous-texte. Et autant le choix de ne pas montrer le visage des intervenants est pertinent si le film est un film sur les théories, si Room 237 est un film sur les spectateurs et le rapport aux œuvres, le choix de ne pas montrer leur visage devient moins justifié. Et je vais faire un grand écart dans les références culturelles, mais ça me fait un peu penser à un épisode de South Park, où les enfants écrivent pour s'amuser l'histoire la plus dégoûtante et immonde possible, et les adultes tombent dessus par hasard et la trouvent absolument géniale, et elle est publiée, et ça devient un best-seller, et tout le monde y voit des messages cachés. Et toute la deuxième partie de l'épisode, c'est les enfants qui essayent de convaincre les adultes que leur histoire n'a aucun message caché, et qu'ils ont juste écrit des choses dégoûtantes et immondes pour le plaisir d'écrire des choses dégoûtantes et immondes. Et le message de cet épisode, c'est arrêter de surinterpréter les œuvres. Et le seul moyen de savoir ce que voulait vraiment le réalisateur de Room 237, c'est d'aller voir les entretiens qu'il a accordés à la presse au moment de la sortie du film. Même après avoir vu et lu ces entretiens, je suis pas certain de ses intentions. Il dit une chose à noter, c'est que Room 237 et Shining sont des films sur des personnes prisonnières de labyrinthe. Donc quelque part, il doit être conscient de cet aspect obsession de son film. Mais quand on le questionne vraiment sur les théories, il reste toujours ambigu et vague pour entretenir une sorte de mystère autour de son film. Donc, c'est pas évident de savoir ce qu'il pense vraiment. D'abord, quand on lui demande quelle est son interprétation personnelle de Shining, il répond que pour lui c'est un film sur la famille. Et j'ai envie de dire, oui, vu que les 3 personnages forment une famille, tu prends pas trop de risques en disant ça. Mais quand on lui demande si lui croit aux théories qui sont développées dans Room 237, il répond que oui, peut-être qu'il y a des points qui lui échappent, mais pourquoi pas, et peut-être qu'elles sont même toutes vraies, et que si des films ont 2 niveaux de lecture, Kubrick, qui était un très grand réalisateur, a bien pu faire un film avec 5 ou 6 niveaux de lecture. Alors que certaines théories prennent les mêmes éléments pour expliquer plusieurs choses, alors je vois difficilement comment elles pourraient être toutes vraies à la fois. Mais bon voilà, je reste toujours mitigé sur Room 237 parce que, je ne sais pas comment l'interpréter. Peut-être que c'est juste un documentaire à couleur, mais peut-être que c'est un film bien plus profond que ça, et surtout peut-être que... tout ça c'est dans ma tête. Que tu me laisses le temps de réfléchir, Arthur. Non, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut que vous acceptiez, Sanders. Mais bordel de merde!